À la seconde moitié du 19e siècle, le féminisme est un terme médical pour qualifier un défaut de virilité masculine. Toutefois, en 1850, le féminisme devient politique, c'est-à-dire que le féminisme représente une idéologie et un mouvement politique qui prône l'égalité entre les hommes et les femmes. Ainsi, les revendications du féminisme sont entre autres l'égalité entre les sexes dans la vie privée et publique, que ce soit au niveau juridique, économique, social et culturel, et l'amélioration du statut des femmes. Toutefois, le féminisme et ses revendications évoluent au fil des années et selon les pays. Historiquement, le féminisme se démarque par 3 vagues. Tout d'abord, la première vague qui s'étale des années 1870 à 1930 est associée aux suffragettes, un mouvement pour le droit de vote des femmes, entre autres au Royaume-Uni et aux États-Unis. Pour sa part, la seconde vague du féminisme, de 1960 à 1980, est marquée par le mouvement de libération des femmes, qui revendique notamment le droit à la contraception, à l'avortement et dénonce l'oppression masculine. Par exemple, en 1973, les femmes obtiennent le droit à l'avortement aux États-Unis. Depuis 1980, la troisième vague du féminisme continue les luttes de la seconde vague, mais étend ses revendications à de nouveaux objectifs. Selon le site Perspective Monde, le féminisme se concentre alors vers des luttes pour, et je cite, « l'abolition des discriminations dans la vie professionnelle, la décriminalisation de l'avortement, l'implantation de garderies, la dénonciation de toutes les formes de violence exercées contre les femmes dans la vie privée comme dans la vie publique. » Évidemment, le féminisme prend différentes formes selon les pays. Par exemple, depuis 1962, les féministes saoudiennes revendiquent le droit de conduire, droit obtenu en 2017. On peut aussi penser aux revendications des féministes concernant l'appropriation du corps des femmes à Amsterdam, afin de pratiquer librement l'industrie du sexe. En 2000, Amsterdam légalise la prostitution comme métier sexuel. Par ailleurs, il y a divers courants du féminisme. On retrouve entre autres le féminisme égalitaire ou libéral qui lutte contre l'inégalité des sexes et la discrimination des femmes revendiquant par exemple le droit de vote et l'accès à l'éducation. À partir de 1960, nous retrouvons aussi le féminisme radical qui, estimant que les femmes sont oppressées par les hommes, revendique la fin du patriarcat, c'est-à-dire la domination masculine. On peut également souligner le féminisme post-colonial, qui dénonce l'oppression coloniale et patriarcale, ou encore le féminisme postmoderne qui revendique l'acceptation des différences. À l'évidence, le féminisme s'impose depuis le 19e siècle comme une idéologie et un mouvement politique accordant plusieurs gains pour les femmes. Toutefois, il semble que la question de l'égalité entre les sexes demeure un enjeu dans plusieurs pays. On peut penser au Burkina Faso en Afrique de l'Ouest, où en 2017, le gouvernement refuse toujours d'accorder le droit à l'avortement aux femmes. Par ailleurs, les enjeux autour du féminisme concernent également les pays occidentaux. En effet, on observe des enjeux en Occident qui perdurent comme la représentation en politique des femmes ou l'égalité salariale. La vidéo qui précède nous plonge donc au cœur de cette troisième capsule, laquelle va porter sur quelques initiatives du théâtre collectif mises en place par des femmes pour en arriver à l'analyse de la Nef des sorcières. Notez donc que vous aurez besoin de votre livre pour bien suivre cette capsule. Donc, comme il a été mentionné dans la vidéo en introduction de cette capsule, dans les années 60-70, au Québec comme ailleurs, on se situe en pleine deuxième vague féministe. Que ce soit par la création du Front de libération des femmes du Québec ou par la fondation de la revue québécoise Debout en 1971 ou 2 ans plus tard par la création du Conseil du statut de la femme, donc qui est un organisme gouvernemental qui existe encore aujourd'hui. Donc les femmes se battent à cette époque pour obtenir l'égalité entre les sexes, autant au travail qu'à la maison, mais aussi pour le droit à la contraception qui sera obtenu au Québec en 1969 et le droit à l'avortement qui ne sera légal qu'à compter de 1976. Dans le domaine de la littérature, il existait bien entendu avant 1960 des œuvres écrites par des femmes, qu'on pense simplement à Gabrielle Roy, Germaine Guèvremont ou Anne Hébert.
Mais c'est à partir des années 60-70 que les autrices vont prendre la plume en tant que femmes, hein, donc qu'elles vont chercher à exprimer des expériences et un vécu proprement féminin et qu'elles vont revendiquer cette posture. Donc on assiste par ailleurs à cette époque à la fondation de 2 maisons d'édition féministes, en Pleine Lune en 75 et Remue-Ménage en 76, toutes 2 encore actives, bien que Pleine Lune se soit un peu diversifiée. Les femmes vont aussi alors contribuer fortement aux initiatives de création collective, hein, donc autour de communautés d'autrices ou de dramaturges femmes, hein, comme on le verra avec la Nef des sorcières, ou encore, hein, elles vont choisir d'écrire des œuvres au nom d'un nous, hein, féminin. Donc, de mettre en scène des pièces, hein, si on parle de théâtre par exemple, qui interrogent la condition et la place de la femme dans la société. Bien sûr, la pièce qui illustre le mieux cette tendance, c'est Les Filles ont soif de Denise Boucher, écrite et jouée en 1978, qui aborde donc plusieurs sujets qu'on va retrouver aussi dans la Nef des sorcières, hein, et d'ailleurs, je reviendrai sur la parenté des titres qui ont donc des similitudes, mais ne serait-ce que sur la marque du pluriel, hein, donc de la collectivité ici qui désigne les femmes dans le titre des 2 pièces. Mais donc, en ce qui a trait à la pièce de Denise Boucher, Les Filles ont soif, elle est présentée au TNM en 1978. Hein, elle a été reprise plus récemment en 2018 pour souligner les 40 ans de la pièce. Et donc, à sa sortie en 78, elle cause un scandale. Hein, des groupes religieux vont manifester, hein, ou des jeunes catholiques manifestent devant le TNM pour que la pièce ne soit pas jouée. Et même le Conseil des arts de Montréal va jusqu'à menacer, hein, le TNM de lui retirer sa subvention s'il ne retire pas la pièce de sa programmation. Donc, ce litige va se rendre même jusque devant les tribunaux. Et finalement, hein, c'est la pièce qui va gagner le droit d'être montée sans être censurée. Donc, ici, ce sera une victoire, hein, de cette liberté d'expression. Et donc, qu'est-ce qui choque dans cette pièce de Denise Boucher? C'est la mise en scène de 3 archétypes féminins. Hein, donc, Marie, la femme au foyer enfermée dans sa cuisine, Madeleine, la prostituée, hein, mais celle qui va surtout choquer, hein, et causer ces polémiques, hein, c'est la statue qui représente en fait la Vierge Marie. Hein, et donc chacune séparément, puis tout ensemble, hein, elles dénoncent dans la pièce les formes d'oppression dont elles sont victimes et qui les confinent à un rôle qui ne leur convient pas, hein, qui leur est imposé par la société patriarcale et dont elles arrivent, hein, au final, à la fin, donc à se libérer. Deux ans avant Les Filles ont soif était présentée la pièce collective La Nef des sorcières, qui a aussi, hein, fait parler d'elle, comme en témoigne le fait que Radio-Canada l'a retenu en mai 2018 parmi un palmarès de 5 moments majeurs pour la littérature canadienne. Donc, on affirme que La Nef des sorcières a été un moment crucial dans l'émergence du théâtre féministe militant au Québec, en portrait d'une création qui a fait grand bruit dans les années 70. Écoutons donc à ce sujet le reportage de Nabi Alexandre Chartier. Vous n'aimez pas vraiment les femmes, n'est-ce pas? Vous les endurez comme un mal nécessaire. Vous les supportez à condition qu'elles soient sucrées, parfumées, enrobées, déguisées. Le 5 mars 1976, quelque chose a changé au pays. La création du spectacle La Nef des sorcières au Théâtre du Nouveau Monde à Montréal. Un moment capital dans l'émergence du théâtre féministe militant. Je suis la déesse des voitures, le buste des soutiens-gorge, la douceur des serviettes sanitaires, le réchaud du café des cafés. Le projet, initié et mis en scène par Luce Guilbeault, réunit Marthe Blackburn, Marie-Claire Blais, Nicole Brossard, Odette Gagnon, Paul Pelletier et France Théoret. C'est un spectacle qui mettra en scène 6 femmes
qui interpréteront des textes écrits par 6 femmes également. C'est un spectacle fait entièrement par des femmes et qui a comme titre La Nef des sorcières. Voici Luce Guilbeault. Des femmes d'âge et de milieux socio-économiques variés. Toi qui avais tellement souffert de la soumission, pourquoi tu m'as engagé à te soumettre, moi aussi? Tu te prenais pour la Sainte Vierge, celle de toutes les douleurs, ta belle écurée. Maman! Maman! Elles y exposent avec authenticité leur quotidien et dénoncent le sexisme, l'intolérance et le patriarcat qui les oppresse. Où est-ce qu'elle est, ma peau, que je sois bien dedans? À sa création, La Nef des sorcières divise, provoque la controverse et choque les critiques et une frange de la population. Mais la pièce marque aussi un jalon important dans l'émergence du théâtre féministe militant de la fin des années 70. À cette époque, le mouvement féministe est en plein essor et on assiste à la création de plusieurs œuvres et institutions marquantes. Grâce à leur travail, ces créatrices et ces militantes ont contribué à l'émancipation de toutes les femmes québécoises. Elles ont durablement changé notre société pour la rendre plus équitable et plus ouverte. 42 ans plus tard, leur combat continue, leur voix reste pertinente et leur œuvre continue de faire réfléchir et d'inspirer. Ici Radio-Canada Première célèbre la littérature de chez nous. Donc la pièce La Nef des sorcières s'inscrit donc dans un courant qu'on peut définir comme celui du théâtre féministe militant, hein, qui se situerait donc entre la littérature engagée, hein, par la mise en scène d'un nous féminin revendicateur, et la contre-culture, hein, puisque dans leurs revendications, les dramaturges n'hésitent pas à emprunter la voie de la provocation, hein, voire à aborder des sujets tabous qui vont créer des polémiques comme on l'a vu. Donc la pièce collective, La Nef des sorcières, s'inscrit ainsi dans une lignée d'œuvres, hein, qui empruntent cette double voie du collectif et du féminin, hein, ou du féminisme, dont par exemple Un jour mon prince viendra, qui est une citation d'un texte de Simone de Beauvoir, donc pièce à 6 mains de Paul Baillargeon, Suzanne Garceau et Luce Guilbeault, hein, Guilbeault qui fait partie aussi des autrices de La Nef des sorcières. Autre exemple, les pièces de la troupe du Théâtre des Cuisines, hein, qui est une troupe qui est toujours active et qui est directement issue de ce mouvement féministe des années 70. La troupe a été créée donc dans cette mouvance artistique, hein, de création collective, avec aussi une visée d'art populaire, au sens, hein, d'un art dans et avec la communauté. Donc le théâtre des cuisines va vouloir s'opposer à ce qu'ils appellent le théâtre bourgeois, hein, et ils vont notamment reprocher dans cette perspective à La Nef des sorcières, hein, ou à la pièce Les fées ont soif, d'être ou d'appartenir à ce théâtre bourgeois, hein, puisqu'elles acceptent d'être jouées au TNM, le théâtre du Nouveau Monde, hein, qui est un théâtre légitimé. Alors que, hein, le théâtre des cuisines va plutôt faire le choix de se produire dans des lieux plus accessibles, par exemple des salles communautaires, hein, des sous-sols d'église, voire des cafétérias de lieux de travail. Ils vont aussi faire des tournées dans les régions éloignées afin d'atteindre un public, hein, qui a peu ou pas accès au théâtre. Et donc, les membres de la troupe vont même participer à des discussions avec le public après les pièces, autour des sujets qui ont été abordés dans ces pièces. Par exemple, la question de la contraception et de l'avortement qui est mise en scène dans Nous aurons les enfants que nous voulons en 74, ou la question du fardeau du travail ménager présenté dans Maman travaille pas à trop d'ouvrages en 75. Autre exemple, hein, donc de cette volonté de rejoindre un public populaire, le théâtre des femmes de Thetford Mines, hein, avec une pièce comme Si Cendrillon pouvait mourir en 75. Et le vidéo a aussi évoqué, hein, la troupe de femmes 3 et 7, le numéro magique 8, donc troupe qui existe à la fin des années 70 et qui est à l'origine de pièces comme L'éternelle incertitude de la douce apprivoisée et Alice a la peau rouge et ne se met pas de fond de teint.
Donc, on voit bien que la Nef des sorcières appartient à un courant, à un mouvement qui est bien représenté donc dans les années 70. Donc, si on entre maintenant plus directement dans la pièce La Nef des sorcières, la première scène nous plonge directement dans une mise en abîme théâtrale. Hein. Donc, il s'agit de théâtre dans le théâtre. Hein. C'est le concept de mise en abîme. Donc, alors que le personnage de l'actrice interprète le rôle de Agnès dans l'école des femmes de Molière et qu'elle a soudainement un blanc après la réplique d'Arnolphe « Alors Agnès, quelle nouvelle ?» Donc, pour résumer brièvement la pièce de Molière, donc pour qu'on mieux comprendre l'origine du blanc, ou la signification du blanc de Agnès, ou du blanc de la comédienne jouant Agnès. Donc, l'école des femmes, c'est l'histoire d'un homme qui, par crainte d'être trompé par sa femme, décide d'épouser une jeune femme naïve, une ingénue, qu'il va pouvoir contrôler. Et donc, Arnolphe va inculquer ainsi à son épouse les rudiments des devoirs conjugaux et notamment les terribles effets de l'infidélité. Donc, c'est une pièce sur le contrôle qu'un homme peut avoir sur sa femme notamment. Et donc, par rapport à la réplique, la réponse à la réplique « Alors, Agnès, quelle nouvelle ?» qui se situe dans l'acte 2, scène 6, est en réalité « Le petit chat est mort ». Donc, réplique banale qui révèle un peu la naïveté de la femme qui n'a pas de plus grande précaution que la vie quotidienne et domestique et donc qui ne vit pas de grand drame, sinon la mort du petit chat. Donc, dans ce contexte, le blanc de l'actrice est déjà un signe qu'elle refuse désormais ce rôle de femme naïve sans esprit critique. Et donc, les répliques, alors qu'elle cherche la réplique à cette phrase, les répliques qui lui viennent, on est à la page 35, vont renvoyer à toutes sortes de référents théâtraux, donc des pièces québécoises ou des personnages de pièces québécoises comme Pierrette Guérin, Angéline, Marie-Lou ou Carmen, qui sont des personnages de Michel Tremblay, va renvoyer à un auteur québécois comme Claude Gauvreau, ou encore à des œuvres de la littérature universelle comme Ubu d'Alfred Jarry ou Des souris et des hommes de Steinbeck. Donc l'actrice va chercher dans ses références, dans ses intertextes. Donc elle semble se débattre avec toutes ces références comme si elle cherchait dans tout ça son authenticité, sa véritable identité. Et donc, en gros, le premier monologue présente un métadiscours sur le théâtre, un discours sur le théâtre dans une pièce de théâtre, où l'actrice en arrive en quelque sorte à discréditer le théâtre traditionnel, représenté ici par Molière, donc comme un lieu de fausseté, un lieu d'apparence, un lieu où on est sans cesse en représentation de soi, donc où il n'y a pas de véritable authenticité. Donc le métier d'actrice entrerait dans cette idée d'une représentation perpétuelle de soi. Et donc un des premiers thèmes mis en scène dans la pièce La Nef des sorcières, c'est celui-là, celui de la représentation, du sentiment que la femme, donc même dans la vie de tous les jours, et là on pourrait par exemple se reporter au monologue de la fille, donc, la femme est toujours en représentation, et donc sans vouloir ici plonger dans les théories de genre, on pourrait évoquer le concept de performativité de genre, concept de Judith Butler. Donc, il faut performer sa féminité, donc la fille qui s'arrange pour, dans le premier sens que prend cette formule dans le monologue, donc c'est celle qui ne sort pas sans être coiffée au cas où, donc s'arrange pour toute éventualité. Donc, la femme, c'est celle qui agit en fonction des attentes des autres ou des apparences. Donc, c'est un peu l'image ici du théâtre qui devient une métaphore de la société. Et donc, le blanc de l'actrice, dès le départ, ouvre une perspective. Soudainement, elle est sortie de son rôle. L'actrice refuse de répéter les paroles apprises, voire imposées par l'autre.
C'est d'ailleurs ce que laisse entendre à la page 36 l'image du marteau-pénis. Bam, bam, bam dans la tête les mots avec le grand marteau-pénis. Donc ces mots qui sont imposés à l'actrice et qui proviennent des hommes, donc ici du dramaturge Molière. Et donc l'image du blanc, donc le blanc de mémoire, le trou de mémoire au début de la pièce, lui permet de se libérer de cette parole imposée, de se libérer de son rôle. Et on le voit donc à la page 38, vers la fin du premier monologue, l'actrice est morte d'un blanc, enfin. Donc l'actrice est morte et la femme pourra donc vivre. Donc l'actrice est morte d'un blanc, enfin. Elle qui savait tout par cœur, elle a eu un blanc, elle s'est montrée telle qu'elle. Misère, misère, Agnès, quelle nouvelle, mon petit chien est mort. Donc là, je vous rappelle, la réplique, c'est le petit chat est mort. Mais donc ici, l'idée du petit chien qui est mort va ramener l'actrice à son enfance et donc va la ramener à sa vie personnelle, à des sentiments qui ont été authentiques, les sentiments de tristesse lorsqu'elle a perdu son chien dans sa jeunesse. Donc, cette critique d'entrée de jeu du théâtre traditionnel, qui apparaît comme une métaphore de la société qui impose des rôles, des jeux d'apparence. Donc, cette première critique peut expliquer la forme que prend la pièce, qui, plutôt que de prendre une forme traditionnelle, privilégie le monologue, la juxtaposition de monologue féminin. Donc, monologue comme espace de prise de parole par les personnages féminins. Donc, le monologue permet en effet de montrer à la fois la solitude des femmes, chacune étant enfermée dans sa condition, mais aussi les étapes vers une prise de parole de ces femmes. Donc, la structure de la pièce semble en effet vouloir montrer le cheminement associé à cette prise de parole. Donc, d'abord, le blanc de le blanc de l'actrice, le trou de mémoire, qui cause une rupture avec le texte appris, la récitation, le discours prévisible que l'autre souhaite entendre. Donc, il y a une ouverture ici qui se fait par ce blanc, donc où la parole soudainement devient vierge, devient blanche, comme si toute la page était à écrire. Mais donc, après ce premier acte, si on peut dire, l'actrice semble réduite au silence. C'est ce qu'on voit à la fin du premier monologue, où on lui repose la question « Agnès, quelle nouvelle ?» et donc le monologue se termine comme ça. Dans le deuxième monologue, celui de la ménopausée, arrive le motif d'une parole difficile, primaire, qui est incarnée par les vocalises ou le cri. Donc à la page 42, donc, la ménopausée fait des vocalises qui nous rappellent déjà l'actrice. C'est comme si l'actrice s'incarnait ici et tentait de reprendre la parole, de maîtriser sa voix. Puis à la page 44, j'ai envie, je peux parler, mais là j'ai envie de crier. Je peux juste une fois. Donc une vraie parole qui viendrait du profond d'elle-même par ce cri. Et donc, ce n'est qu'après ça, après ce cri, après ces vocalises, après cette reprise en contrôle de sa propre voix, que la femme va vraiment se donner le droit de parler. À la page 46, vers le bas, je sors du monde du silence, je peux parler. Mais elle parle seulement sous la forme de monologue, comme elle le dit. Donc, si on poursuit à la page 50, une 10e ligne à peu près, ne me parle pas de dialogue, je ne suis pas prête. Donc, on sent dans ce deuxième monologue une reconquête de la parole, un peu comme on l'avait vu le motif chez Miron, du mort-vivant qui parlait avec des moignons de voix. C'est un peu ça qu'on a ici. Donc, la reprise en charge de sa propre parole et même avant de sa propre voix. Et donc, ensuite, on peut voir la juxtaposition des monologues de femmes dans la pièce comme une forme de dialogue par défaut. Donc, si on n'est pas capable encore de dialoguer véritablement, il y a cette possibilité de partager le même espace de parole par des femmes de tous les âges, de différents statuts, de différentes classes sociales, donc de la fille, la jeune, jusqu'à la ménopausée, de l'ouvrière jusqu'à l'intellectuelle, avec l'écrivain à la fin.
Et donc, c'est aussi un peu ce qui est mis en scène dans le troisième monologue, l'échantillon, qui peut renvoyer à l'idée d'un échantillon de femmes dans la société. D'ailleurs, le personnage le dit au tout début du texte, à la page 53. On est 18 filles de tous les âges. Donc, il y a cette idée-là d'un groupe de femmes de tout âge. Mais ici, bon, cette fois-ci, elles partagent la même situation, le même engrenage de la vie ouvrière ou de la vie manufacturière, puis la même quête d'indépendance, ou du moins une quête similaire d'indépendance. Donc, prochaine étape dans la quête d'une parole émancipée, c'est celle qui ouvre sur l'autre. C'est d'ailleurs ce sur quoi s'ouvre justement le monologue, ou en fait ce sur quoi se termine, mais en fait c'est une fin qui est une ouverture à l'autre, se termine le monologue de l'échantillon, donc de l'ouvrière à la page 62. Il y a eu un temps pour dire qu'on était seul, faudrait que ce soit fini. Donc cet espoir-là que maintenant on puisse parler d'une voix commune, disons que les femmes puissent parler ensemble en chœur, quelque chose comme ça. Donc le reste du recueil va revenir souvent sur cette nécessité d'une parole collective, ou à tout le moins d'une parole qui serait faite dans un but collectif. On n'est pas encore dans un dialogue ou dans une pièce ou dans un contexte où des femmes parleraient tout en chœur, par exemple, mais ce sont des femmes qui expriment leur solidarité avec d'autres femmes. Par exemple, à la page 74, donc vers la fin, donc 74, c'est, si je ne m'abuse, en la fille, donc c'est la fin du monologue de la fille. Donc, je pense aux gars en disant ça. Il y a même une ouverture aux hommes. Je pense aux filles. Je pense à la femme d'en avant, celle qui a des enfants. La fille d'à côté, celle qui n'est pas mariée. La fille d'en bas, celle qu'on dit qu'elle travaille pas. La fille d'en haut qui tape des lettres dans un bureau. La fille d'en arrière qui est bonne couturière, qui aurait bien aimé devenir infirmière. Pendant que celle qui a de l'instruction pratique une profession, qu'elle s'est taillée une place dans l'administration. Pendant ce temps-là, il y a la fille d'en face qui n'arrive pas à se trouver une place. Avec ce qu'elle a appris, on ne gagne pas sa vie. C'est comme la femme au premier qui sait faire le ménage les yeux fermés. La femme au deuxième qui est waitress toute la semaine quand c'est pas les fins de semaine. La femme de 60 ans qui tricote pour ses petits-enfants, qui les garde ben trop souvent. La femme de 16 ans qui est encore chez ses parents, qui a bien hâte d'avoir un appartement. Puis un gars dans sa vie. À toutes ces femmes-là, à toutes ces filles-là, je pense à soir, en parlant des gars, je pense à elles pour la première fois. Donc là, il y a cette volonté de créer un collectif, ou du moins de regrouper des femmes dans une même, donc des femmes différentes, mais dans une même condition. Donc la rime martèle en quelque sorte le caractère aliénant de la vie de toutes ces femmes, comme si pour chaque individu existe une condition susceptible de la réduire, soit un rôle dégradant ou un rôle dans lequel elle est figée. La rime interne porte sur le lieu où elle habite et le métier qu'elle fait, donc comme si ces choses-là étaient figées. Donc ici. Enfin, donc, si on saute un peu puis on va jusqu'à la fin, la pièce se termine par le monologue de l'écrivain. Bon, c'est un peu paradoxal, on ne disait pas l'écrivaine à l'époque, donc c'est vraiment l'écrivain en 76, même si c'est une femme qui prend une parole et qui est plus assumée. Donc l'écrivain, c'est justement celle qui assume le plus clairement sa parole, qui va la mettre au service des autres femmes, dans la perspective de ce qu'elle appelle un pacte politique avec d'autres femmes. C'est à la page 100. Donc, avant-dernier paragraphe, je parle dans la perspective d'un pacte politique avec d'autres femmes. Donc, je parle pour me donner une voie d'accès juste un petit peu plus haut. Au fond, une femme qui parle seule est toujours une femme qui s'attend à quelque chose de nouveau. Je parle en blanc dans le noir d'une salle. Donc, bon, je parle dans la perspective d'un pacte politique avec d'autres femmes. Donc là, cette union-là, on sent qu'elle, de plus en plus, elle est
elle se concrétise, et vers la fin, la prise de parole n'est pas encore totalement maîtrisée, puisque la pièce se termine par j'apprends, je parle. J'apprends cette nouvelle langue. Quelle est cette nouvelle langue? Si on remonte à peu près, dans le deuxième paragraphe de la dernière page, la page 107, à peu près au milieu, il y a cette expression que j'aime bien, par les femmes, c'est dire toute la trahison de l'enfance. Donc, par les femmes, c'est un peu comme parler joual, c'est soudainement créer une langue, la langue femme, donc une langue qui permettrait de se définir soi-même, de définir une identité, de traduire une réalité. Donc c'est sur ça que se termine la pièce. Donc, après ce premier regard rapide sur un premier thème, celui de la prise de parole, je voudrais m'arrêter ici maintenant rapidement sur le titre de la pièce, La Nef des sorcières. Donc, qu'est-ce que ce titre nous apprend sur le propos de celle-ci? D'abord, nef peut avoir deux sens. Le mot désigne soit un navire à voile, soit la partie d'une église comprise entre le vestibule et la croisée du transept, donc là où se trouvent généralement là où se trouvent les bancs des fidèles. Donc, d'une part, le premier sens évoquerait quelque chose comme l'image de la dérive, du voyage, dans une perspective collective, qui pourrait faire penser à l'expression on est tous, ou ici on est toutes dans le même bateau. Donc, premier sens. Par ailleurs, le terme nef renvoie plus généralement à un bateau du Moyen-Âge, ce qui permet de faire le lien avec l'image de la sorcière sur laquelle je reviens dans un instant. Le deuxième sens, donc d'autre part, nef pourrait apparaître ici comme un pied de nez à l'institution religieuse, alors que les sorcières prendraient d'assaut l'enceinte sacrée. Il y aurait une forme de sacrilège à imaginer ici, une église de sorcières, une nef de sorcières. La sorcière, quant à elle, est en effet donc généralement associée à des forces maléfiques que l'Église catholique a longtemps combattues, torturées, brûlées au Moyen Âge. Donc c'est celle qui, dit-on, pratique la sorcellerie, et par extension on va en faire une vieille femme laide ou méchante. Or, les féministes vont se réapproprier ce symbole dans les années 60-70 pour en faire plutôt une figure de résistance, de rébellion. Comme l'évoque Laurie Saint-Martin dans l'introduction de votre livre, donc aux pages 10 et 11. Donc, page 10, la sorcière, elle évoque en pleine période d'effervescence féministe un réseau d'images qui vont de la victime passive de la violence masculine jusqu'à la révoltée en lutte contre la société patriarcale. Chaude, dernière ligne, donc sa souffrance aux mains des hommes, sa vitalité et son pouvoir, donc c'est ça qu'on va retenir de l'image de la sorcière, en son pouvoir, puisque au Moyen-Âge, en tant que sage-femme et guérisseuse, elle en savait plus long que les médecins. Donc c'est je saute encore un petit peu, c'est cette forte convergence du réel et de l'imaginaire qui fait de la sorcière une sorte d'étendard, figure de résistance et de subversion. Elle annonce la volonté de briser des tabous, de faire advenir un ordre nouveau. Les sorcières, donc, sont des femmes marginalisées, rejetées, certes, mais elles le sont parce qu'elles font peur par leur audace et par leur pouvoir. Donc, la sorcière, c'est un archétype qui unit pouvoir et danger. Et donc, archétype autour duquel les dramaturges de la Nef des sorcières vont choisir de s'unir, comme dans un même bateau pour une même quête. Donc, cette image de la sorcière. Je l'évoquais plus tôt, la pièce Les fées ont soif va aussi recourir à un archétype dans son titre, celui de la fée, qui évoque la beauté, l'harmonie, la douceur, mais qui a aussi une image de pouvoir dans la fée qui
qui est magique. Et donc, l'archétype va aussi être renversé ici par l'image de la soif. Donc, c'est une fée qui a soif de liberté et d'affirmation et donc qui a aussi peut-être le pouvoir de s'en procurer. Ou ce sont des fées. Donc, je tenais aussi à ressouligner le pluriel qui marque la collectivité de femmes. Pour rester dans la question des archétypes, il semble bien que la Nef des sorcières que les personnages que la Nef des sorcières met en scène, ce sont justement des personnages qui sont en voie de s'émanciper, voire qui ont réussi à s'émanciper des archétypes auxquels on associe généralement les femmes. D'abord, qu'est-ce qu'un archétype? En psychologie, et plus particulièrement chez Carl Gustav Jung, qui l'a théorisé, un archétype est un symbole primitif et universel appartenant à l'inconscient collectif de l'humanité et se concrétisant dans les contes, les mythes, le folklore, les rites, et donc, etc., des peuples les plus divers, donc aussi dans la littérature et dans l'imaginaire social. Donc, on a vu par exemple que les Fées ont soif mettaient en scène les 3 archétypes de la mère, de la sainte et de la putain, qui sont les 3 choix de rôle qu'on a longtemps octroyés aux femmes. Et donc, la Nef des sorcières met aussi en scène des archétypes peut-être un peu moins figés, donc même si ceux-là vont revenir en partie. Il y en a d'autres qui sont moins figés, où on pourrait peut-être parler plutôt de type ou de stéréotype, au sens où ils n'ont peut-être pas les mêmes racines primitives fortement ancrées dans l'inconscient. Mais reste que les personnages semblent avoir à s'émanciper d'une représentation figée de la femme. Donc, par exemple, dans la pièce, l'actrice n'est plus l'image de la marionnette, donc soit celle qui porte les mots des autres, la transmettrice ou la passeuse culturelle, qui est un rôle qu'on a traditionnellement fait échoir aux femmes. Donc l'actrice, en sortant de son rôle, va refuser cet archétype, ou ce stéréotype de la marionnette. Donc, elle refuse la reproduction, reproduction ici au sens de répétition ou de transmission à l'identique. Donc, la reproduction au sens biologique, c'est de quoi se voit débarrasser la femme ménopausée, donc deuxième monologue, qui n'a donc plus à porter cette fonction de la mère, donc l'image de la mère ou l'image de la procréatrice. L'ouvrière spécialisée, quant à elle, qui choisit le célibat, va échapper au rôle de l'épouse ou de la femme mariée. Quant à la fille, si elle a endossé le rôle de la putain, de la femme fatale, celle qui s'arrange pour, ici dans les 2 sens du terme, donc si elle l'a fait dans le passé, le texte dépeint cette réalité donc comme passé. Donc dans le texte, elle a passé à autre chose. D'ailleurs, à la page 64, elle dit bien « À soir, on va dire que je suis tout à moi. Je suis tout à moi. » Donc, elle a fait le choix de s'appartenir à elle-même plutôt que d'appartenir aux hommes et à leur envie. Donc, Marcel I incarne la lesbienne, mais s'écarte de l'archétype de Sappho, poétesse grecque connue pour avoir exprimé dans ses textes son attirance pour les jeunes filles et à laquelle on prête généralement une charge érotique. Or, au contraire, dans le monologue de Marcel I, il y a une absence d'érotisation des relations lesbiennes. On est plutôt dans le quotidien de la vie de couple avec ses frictions, ses angoisses de séparation. Marcel II, pour sa part, pourrait davantage évoquer Sappho, puisqu'il est question dans son monologue de la tendresse et de la sensualité qui existe dans les relations sexuelles entre femmes. Mais ici, je l'oppose plutôt à l'archétype de la femme douce et soumise, puisqu'elle exprime sa révolte, sa haine, sa frustration. Elle-même le dit à la page 96, tout en bas. Et oui, j'ai dit agressivité. Oh, quelle horreur, quel mot cochon. Une femme n'est jamais agressive. Et donc, même dans la forme du texte, avec l'exclamation, la majuscule, on voit l'agressivité de la fille, de la femme, qui donc contredit d'emblée le discours général sur la femme qui doit être douce et soumise.
Et enfin, l'écrivain adopte une posture qui s'oppose à celle de la muse dans le domaine des arts et de la littérature. Elle clame à la page 101 ce soir, j'entre dans l'histoire sans relever ma jupe. J'y entre avec des mots dans l'histoire sans relever ma jupe. J'y entre avec des mots et une solidarité. Donc, c'est désormais elle qui prend la parole. Elle n'inspire plus le poète. Elle est cette femme qui prend la parole pour les autres au lieu de nourrir la parole des autres, c'est-à-dire de nourrir la parole des hommes. Je vais donc m'arrêter ici, puisque cette capsule est déjà trop longue. Donc, simplement vous dire que la semaine prochaine, vous allez retrouver à nouveau un des archétypes qu'on a croisé aujourd'hui, soit celui de la mère, mais dans une perspective tout autre, marquée par l'autodérision postmoderne avec les éditions de ta mère.